Ok, donc on reprend. On vient de finir les variables aléatoires, donc cet objet un peu formel de probabilité, et on va commencer à parler un peu de statistiques et d'échantillons. Donc je vais basculer sur mes nouvelles séries de slides. Alors il faut que je passe par cette chose-là. Je duplique mon écran et on va pouvoir commencer. Ok, donc nouvelle série de slides. Donc on est sur les numéros 3 de la partie 4. Je suis désolé, cette partie est un peu grosse. J'aurais peut-être dû la couper en plusieurs sous-parties, mais bon, on a une partie un peu déséquilibrée par rapport au reste, mais ce n'est pas très grave. Donc, je vous rappelle, la partie numéro 1, j'étais revenu en fait sur des principes un peu généraux euh, associés aux mathématiques, donc en particulier des exponentielles et les logarithmes, les intégrales et les dérivées. Okay. Là, on avait ensuite parlé un petit peu de variables aléatoires. Donc, après avoir parlé de probabilité, on avait défini les variables aléatoires. Enfin, défini. J'étais passé assez rapidement pour vous dire qu'on allait uniquement travailler sur des variables aléatoires et un peu oublier le cadre un peu formel de l'espace oméga et ce genre de choses. Donc, on avait parlé un petit peu des distributions. Donc, la capsule numéro 5 sera autour des distributions. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une fonction de répartition quand on a un échantillon? Qu'est-ce que c'est qu'une densité, un histogramme et ce genre de choses? Là, on va rester sur ces objets qu'on avait définis, qui étaient ces histoires de moyenne et de variance. Sauf qu'au lieu de le voir dans un contexte probabiliste, je vais le voir dans un contexte statistique. Donc, le point de départ, ça va être de travailler autour de cette espérance. L'analogue de l'espérance quand on est sur des échantillons, c'est ce qu'on appelle la moyenne. Et je vais essayer de faire le parallèle entre tout ça. Donc, première définition, la notion de moyenne. Alors, des fois, je parlerai de moyenne empirique pour insister encore plus lourdement sur le fait qu'on est sur des données. Okay. Donc, on a un échantillon. Donc, l'échantillon sera toujours le point de départ quand on fait la statistique. Un échantillon, ça va être une collection d'observations. Okay. L'idée du formalisme mathématique, c'est de dire, mais en fait, ces observations, ce que je note Y, derrière se cachent des variables aléatoires, okay, qu'on va supposer indépendantes dans l'essentiel de ce cours. Et donc, ces variables aléatoires, j'ai observé une réalisation. Voilà. Donc, c'est là que se cache un peu le oméga. Quand on passe des probabilités aux statistiques, c'est le fait que j'observe un tirage d'une loi d'une loi de Bernoulli quand on a un pile ou face. La météo, ça va être le tirage aléatoire d'une variable par la nature ou quelque chose comme ça. Okay, donc, j'ai un échantillon, c'est-à-dire une collection de points. J'ai un indice petit n. L'indice petit n, ça va être ce qu'on appelle la taille de l'échantillon. Parfois, je le ferai apparaître. On avait vu quand on avait fait le théorème central limite où je disais que je faisais la moyenne sur n, donc je laissais apparaître le n. Mais ici, je n'ai pas de notation avec n, donc je noterai uniquement y bar. Donc, y bar sera la moyenne sur mes n observations. Donc, ça, c'est ma définition de ma moyenne. Okay. Donc, quand vous avez un échantillon y1, yn, la moyenne, c'est tout simplement 1 sur n, la somme des y, c'est-à-dire y1 plus y2 plus y3 plus y4 plus y5 plus jusqu'à yn. Okay, donc, je somme tous ces y et je divise par la taille de l'échantillon. Voilà. Donc, ça sera la moyenne. Okay. Petit point technique sur lequel je reviendrai un peu plus tard, cette moyenne, elle existe tout le temps. Okay. Donc ça, l'interprétation mathématique, c'est qu'une somme finie de termes, c'est toujours fini. Okay, donc les y, c'est des choses que j'observe, ça peut être éventuellement des températures, ça peut être des hauteurs de neige, ça peut être des durées d'attente, tout ce que vous voulez, mais ce sont des observations, donc c'est forcément des choses qui sont finies. Okay. Gardez ça un tout petit peu en tête parce qu'on verra que derrière, on peut avoir des petits soucis, c'est que si cet objet-là est toujours fini, quand n tend vers l'infini, on ne sait pas trop comment ça va se comporter. Et donc, on va en parler un tout petit peu. Normalement, vous devriez penser à la loi des grands nombres, et c'est légitime. Mais voilà, il y a des petites subtilités qui vont se cacher derrière. OK, donc j'arrête là mon introduction, je parle un peu trop. Donc, j'ai ma moyenne empirique, qui est cette Y bar. Alors, en informatique, ça existe dans à peu près tous les logiciels, c'est le calcul de moyenne. OK. Donc, ici, je vous ai mis le code en Python. Donc, on a, dans la librairie de statistiques, on a la moyenne, min. Okay. Sous R, c'est la même chose, c'est la fonction min qui est appliquée à un vecteur. Okay. Donc ici, par exemple, je vous mets les séquences 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. La moyenne de cette séquence 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc comment est-ce que ça se calcule? C'est tout simplement la somme de ces 6 valeurs, donc 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, que je vais diviser par, c'est-à-dire 21, que je vais diviser par la taille de mon échantillon qui est de 6. Okay. Et donc, je tombe sur 3,5. Okay, et on voit que R et Python me donnent la même chose. Donc, il y a une cohérence relativement forte sur ce qu'est une moyenne. Okay, et normalement, cet objet ne devrait pas vous surprendre.
Alors, un petit point à 3 étoiles, donc qui est hors programme, c'est que la moyenne, c'était un peu ce que j'évoquais à la toute fin de ma capsule précédente, de ma série de capsules précédentes, mais quand je faisais un peu de géométrie des probabilités, c'est que l'espérance est obtenue comme une minimisation de normes. Okay. Ce qu'on peut montrer, c'est cette propriété qui dit que un Y bar, donc la moyenne empirique, peut être vue comme la quantité unique qui minimise la somme des carrés des différences entre Y et une constante. Okay, donc je prends tous mes YI, je regarde la distance entre YI et une constante, donc un certain entier, enfin un certain réel petit m. Okay. Donc je prends la distance au sens distance euclidienne, la distance classique. Donc je fais la somme des carrés, okay, et j'essaie de voir ce qui la minimise. Et en fait, la valeur qui minimise cette somme des carrés des écarts entre les YI et une constante, c'est précisément ce Y bar. Okay. Donc, retenez essentiellement cette propriété-là, c'est que la moyenne peut être vue comme un problème d'optimisation, et ça, c'est toujours intéressant parce que la minimisation, c'est essentiellement ce que fait un ordinateur. Un ordinateur résout des problèmes d'optimisation. Okay. En tout cas, les ordinateurs tels qu'ils sont programmés maintenant, la plupart, en statistique, l'objet d'un ordinateur, c'est de résoudre des problèmes d'optimisation, donc de trouver le meilleur quelque chose. Okay. Quelque chose qui minimise un certain critère. Donc ici, mon critère, c'est tout simplement cette somme des carrés des erreurs. Okay. Quand on essaie de la minimiser, on tombe sur la moyenne. Alors, je vous fais la preuve mathématique ici. La preuve est intéressante pour tous ceux qui n'ont jamais vraiment fait d'optimisation. Donc, je vous rappelle et c'était ce que j'avais évoqué à la toute fin des capsules de rappel de maths, qui consistait à dire que comment est-ce qu'on définit une notion d'optimalité quand on a une fonction. Donc, si jamais vous avez une fonction qui est relativement régulière et qui a cette forme-là, et ça va être le cas de la fonction qu'on étudie ici. Okay, donc, si jamais vous avez une fonction de ce type-là, si jamais j'essaie de trouver la valeur, le petit x qui va minimiser cette fonction f de x, okay, ben je cherche un endroit ici où la dérivée va s'annuler. La dérivée, je vous rappelle que c'est la pente. Okay. Donc, comme ma pente est négative, ça veut dire que je suis en phase décroissante. Comme ma pente est positive, je suis en phase croissante. Et précisément, les moments où les endroits où la dérivée va s'annuler correspondent à un optimum. Alors, ça peut être ce qu'on appelle un optimum local. Okay. Dans le cas de la fonction qui nous intéresse, en fait, c'est un optimum global. Mais peu importe. Donc, cette fonction, on voit, on la minimise en m. Okay, donc, je cherche le m qui minimise cette fonction-là. Donc, je vais voir cette fonction ici comme étant une fonction alors, qui dépend des x, des yi, mais qui dépend surtout de m. Okay, donc, je cherche le minimum de ma fonction g de m, où g est tout simplement cette somme des carrés des écarts à la moyenne, enfin, à cette valeur m. Okay, donc, je définis cette fonction g. Et donc, ma fonction g, c'est précisément la fonction qui se trouve ici. C'est celle que j'essaie d'optimiser, donc non plus en x. Donc, cette fois-ci, je l'appelle g, et ce n'est plus une fonction g de x, c'est une fonction g de m. Okay, donc, je cherche le m optimal. Et ce que je dis, c'est qu'il suffit de dériver cette fonction. Alors, cette fonction est relativement simple. Okay, pourquoi? Parce que c'est une somme de fonctions au carré, donc ce qu'on avait appelé des paraboles, quand on essaie de représenter cette fonction-là. Okay, en tant que fonction de m, c'est une somme de fonctions au carré. Okay. Donc, calculer la dérivée, c'est relativement facile. Donc, je vous le fais de manière un peu formelle. La dérivée par rapport à m, c'est la dérivée de la somme. C'est ce que je raconte ici. Je dérive cette somme. On peut montrer que la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. Je vous renvoie à la petite capsule vidéo où je le faisais. Donc, je dis que c'est la somme des dérivées. Okay. Et il s'avère que dériver des fonctions quadratiques, c'est relativement facile. Donc, replongez-vous encore dans un cours de fin de secondaire. Dériver une fonction quadratique, c'est facile. Je vous rappelle que la dérivée de x à la 2, c'est tout simplement 2 fois x. Okay, donc, c'est ça en gros qu'on utilise. Et donc, on récupère tout simplement cette dérivée à droite. Okay, donc, on récupère le fait que la dérivée de g par rapport à m, c'est tout simplement moins 2 fois la somme des yi moins m. D'accord, donc, quelque part, le 2 disparaît. Okay, donc, le petit 2 qui était en puissance va descendre pour se mettre devant. Donc, c'est le 2 qui apparaît ici. J'ai un signe moins qui vient principalement de ce qu'il y a à l'intérieur. Et ces termes-là ne sont pas très importants. Okay, donc, ce qu'on voit, c'est qu'on va demander que cette fonction-là soit égale à 0. Okay, donc, quel est le m qui va me permettre de garantir que cette fonction-là sera égale à 0? Donc, on voit déjà qu'il y en a un. Okay, et effectivement, ça va correspondre à… Donc, c'est pour ça que je dis qu'il y a un seul minimum.
Okay, c'est qu'il y a un seul point M pour lequel cette fonction-là est égale à 0. C'est une fonction qui est linéaire. Donc, une fonction qui est linéaire, ça s'annule une seule fois. Et c'est ce qu'on essaie de trouver. Donc, on se demande si jamais on peut trouver un certain M étoile tel que cette somme des YI moins 2M. Donc, on voit au passage que j'ai supprimé le moins et le 2, simplement parce que si jamais cette somme est égale à 0, il suffit de multiplier les deux côtés par moins 2. Et donc, je récupère la somme des YI moins M doit être égale à 0. Okay, et donc, la somme des YI moins M égale 0, ça veut tout simplement dire je sépare mes deux sommes dans ma terme, mes deux termes de ma somme. Okay, donc, j'ai la somme des YI moins la somme d'une constante. Mais sommer une constante n fois, ça veut dire que je fais n fois cette constante. Okay, donc, c'est le terme qui se trouve ici. Donc, je suis juste en train de dire qu'il faut que n fois m soit égal à la somme des YI. Et donc, si je divise des deux côtés maintenant par n, donc je me débarrasse de ce terme-là, je récupère du 1 sur n à gauche, et donc je montre tout simplement que m étoile, c'est tout simplement 1 sur n, la somme des YI. C'est exactement la définition de y bar. Okay, donc la moyenne peut se caractériser, alors moi je le donne comme propriété. Je vous ai défini la moyenne comme étant 1 sur n, la somme des YI. Propriété, c'est une solution c'est la solution de ce problème de minimisation de la somme des carrés des erreurs. Okay, c'est une propriété. Gardez-la en mémoire parce qu'elle peut être utile, là encore, pour des problématiques d'interprétation, en tout cas de terminologie, et beaucoup de choses. Pour ceux qui iront un peu plus loin, par exemple en apprentissage machine, verront apparaître ce genre de propriété. Alors, le point important, c'est que cette moyenne est très, très proche de cet outil qu'on avait déjà vu, qui est l'espérance mathématique. Donc, je vais revenir sur les principales notions, encore une fois. Je suis désolé si jamais je passe du temps dans mes capsules à répéter toujours les mêmes choses, mais je pense que répéter permet de mieux comprendre. Puis surtout, je le répète toujours, mais avec peut-être des angles un tout petit peu différents. Donc, on avait défini cette notion d'espérance. Okay, donc, si jamais j'ai une variable aléatoire, dans ces cas-là, l'espérance était tout simplement, dans le cas discret, la somme sur toutes les valeurs possibles en x des x multipliées par la probabilité qu'on arrive sur x. Okay, donc, alors, petite précision ici, qui n'a de sens que si cette chose-là converge. Donc, cette somme-là, si x est infini, on l'avait vu par exemple pour une noix de poisson. Une noix de poisson, en théorie, peut prendre n'importe quelle valeur entière. Et donc, c'est une somme qui part à l'infini. Il y a une infinité de valeurs possibles pour une noix de poisson. Okay, même si ça peut paraître un tout petit peu abstrait, essentiellement parce qu'une noix de poisson sera toujours normalement finie. Mais on peut avoir n'importe quelle. On peut toujours tomber sur une valeur plus grande que la dernière qu'on a observée, avec une probabilité faible, mais on peut toujours tomber sur une valeur plus grande. Okay, donc, on n'est pas sur quelque chose de borné. Si jamais j'ai des variables qui sont continues, ce sera l'intégrale de x, f de x dx, où f était la densité, je vous rappelle, de ma variable aléatoire. D'accord ? Donc, je vous donne ici deux petits exemples. Le cas d'une loi de Bernoulli. Okay, donc, si vous avez une loi de Bernoulli de probabilité P, donc, par exemple, l'interpréter comme étant un lancer de pièces où la probabilité de tomber sur face est égale à petit p, dans ces cas-là, l'espérance de x, c'est précisément petit p. Je vous renvoie là aussi aux capsules précédentes. Si vous avez une loi qui est uniforme sur l'intervalle d'unité, dans ces cas-là, l'espérance vaut un demi. D'accord ? Donc, premier cas, calcul avec des sommes. Deuxième cas, calcul avec une fonction de densité. Okay, donc, voilà, on avait vu tout ça. Donc, les espérances sont des objets particulièrement importants en probabilité. Les espérances sont ce qu'on appelle des opérateurs linéaires, dans le sens où si jamais vous me donnez deux variables aléatoires, x et y, dont l'espérance existe, alors l'espérance de la somme sera la somme des espérances. L'espérance de a fois x, c'est a fois l'espérance de x. Donc, voilà, donc on retrouve tout plein de propriétés qui seront utiles par la suite. Donc, en particulier, on en déduit que si jamais j'ai k variables aléatoires ou n variables aléatoires, dans ces cas-là, l'espérance de la somme, c'est la somme des espérances. Okay, donc, on a cette propriété qui va être très utile par la suite. D'accord, donc, je vous rappelle qu'on avait défini notre moyenne comme étant des sommes d'observation. Okay, donc, si jamais je m'intéresse à l'espérance de la moyenne, on ne devrait pas être surpris de voir apparaître l'espérance de la variable aléatoire sous-jacente. On a déjà évoqué un petit peu cette propriété dans les capsules précédentes. Donc, par exemple, ici, cette propriété me permet de calculer l'espérance d'une loi binomiale, tout simplement. Okay, donc, je vous rappelle que quand vous avez une loi binomiale, donc une loi binomiale, c'est une variable x qui serait de la forme somme des xi, où les xi suivent des lois de Bernoulli de paramètre p. Donc, vous comptez tout simplement combien de fois est-ce que vous avez obtenu face en faisant l'ensemble des pièces. Donc, vous avez lancé n pièces. Donc, je fais la somme pour i égale 1n de mes xi, indicatrice que j'ai observée pile ou face, peu importe, il faut choisir. Okay, c'est juste une convention. Et dans ces cas-là, cet objet-là va suivre une loi de Bernoulli de paramètre n fois p, par n virgule p. D'accord, donc, on a un paramètre n qui est le nombre de lancers et pile qui est la probabilité de tomber sur l'événement qui nous intéresse.
Et donc, en lançant n objets, le nombre moyen de piles ou de faces qu'on s'attend à avoir devrait être n fois p. Okay, et la propriété, la manière la plus simple pour l'obtenir, c'est tout simplement de passer par cette espérance d'une somme qui est la somme des espérances. Ok, autre propriété, l'espérance passe très mal les transformations. C'est-à-dire que l'espérance de x, on a la formule qui est encore ici, c'est la somme des x sur x fois les probabilités des x. Si jamais je prends n'importe quelle transformation, donc pensez à un carré, pensez à une valeur absolue, là encore, je vous renvoie aux capsules qu'on avait faites auparavant, mais prenez n'importe quelle fonction, c'est le point de ce slide. Dans ces cas-là, l'espérance de cette transformation, donc pensez à un carré, pensez à un logarithme, une exponentielle, à n'importe quelle fonction un peu tordue, hein. Et dans ces cas-là, c'est la somme des transformations des valeurs que ça prend, multipliées par les probabilités que ça tombe, de tomber sur petit x. Okay, avant de faire l'exemple continu, pensez juste à une histoire de lancer de dés. Okay, donc, l'exemple classique, c'est j'essaie de trouver la valeur moyenne de la face apparente de mon dé. Okay, donc, vous lancez votre dé plusieurs fois. Ben, dans ces cas-là, en moyenne, vous devriez tomber sur 3,5. Okay, mais supposons que vous ne vous intéressez pas à la valeur de la face, mais par exemple à une fonction. Par exemple, vous l'élevez au carré. Donc, si vous tombez sur 2, ben, dans ces cas-là, vous imaginez que votre gain, alors je vais parler de gain parce que c'est plus simple, mais disons que la transformation de votre 2, ce soit le carré, et donc ça vous donne 4. Donc, si vous lancez 1, vous obtenez 1. Si vous lancez 2, vous obtenez 4. Si vous lancez 4, vous obtenez 16. Vous lancez 5, vous obtenez 25. Vous tombez sur 6, vous obtenez 36. Okay, ben, dans ces cas-là, l'espérance de gain, c'est quoi? Ben, c'est tout simplement une fois multiplié par la probabilité de tomber sur 1, plus 2 à la 2, c'est-à-dire 4 multiplié par la probabilité de tomber sur 2, plus 9 multiplié par la probabilité de tomber sur 3, plus 16, la probabilité de tomber sur 4. Enfin, voilà, retournez sur la série de capsules que j'avais évoquées, dans lesquelles j'avais évoqué ces calculs de transformation, ou plutôt on avait joué sur une variable aléatoire, on l'avait transformée, on avait vu que c'était un peu compliqué en particulier. Alors, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas écrit dans ce slide, mais en fait, cette chose-là est différente de la fonction de l'espérance. Okay, donc, c'est un premier résultat qu'il faut retenir qui est important, c'est que l'espérance d'une fonction, ce n'est pas la fonction des expériences. Okay, donc, voilà, donc on peut faire toutes sortes de choses. Je vous fais un petit exemple, par exemple, avec, vous prenez une variable gaussienne, vous essayez de calculer l'espérance du cosinus de cette variable. Je ne sais pas quel intérêt ça aurait, mais peu importe, on nous demande de faire ça. Okay, bah, vous pouvez faire le calcul théorique. Alors, il est un peu compliqué, mais en tout cas, avec des outils standards, il faudrait passer par des nombres complexes. Et ben, on pourrait le faire. Moi, je vous le fais numériquement. Okay, donc, j'en profite au passage pour refaire un tout petit peu de calcul numérique avec R pour que vous voyez comment ça marche. Okay, donc, comment est-ce que ça marche? Ben, on voit qu'on essaye d'intégrer, on est vraiment dans cette écriture-là où j'ai une variable qui est continue. Je rappelle, une variable gaussienne, c'est une variable qui est continue, qui a une certaine densité. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est même plutôt celle-là, c'est l'intégrale de cette fonction. Alors, la fonction psi, c'est ma fonction cosinus, de x, f de x dx. Okay, donc, f, c'est quoi? C'est ma densité de loi normale. Donc, on réécrit tout simplement cette partie-là. Je vais peut-être la mettre en jaune. Okay, donc, j'intègre cette fonction psi de x, f de x dx. Donc, je définis ma fonction qui se trouve à l'intérieur. C'est tout simplement le cosinus de x, c'est mon psi de x. Et j'ai ma densité de loi normale. D'accord? Donc, j'ai défini la fonction qui se trouve ici. Donc, la fonction qui se trouve ici, elle est là. Et ensuite, je vais tout simplement lui dire, calcule-moi l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de cette fonction. Okay, donc, c'est vraiment le calcul qui se trouve juste au-dessus, où effectivement, j'essaie de calculer cette intégrale. L'infini existe pour R, donc il n'y a pas de souci. Je peux bien intégrer entre moins l'infini et plus l'infini. Et il me renvoie cette valeur numérique, 0,606, okay, qui est en fait une valeur un peu particulière, puisqu'en fait, c'est exponentielle de 1,5, enfin de moins 1,5, pardon, puisque c'est plus petit que 1. Donc voilà, donc on obtient cette valeur-là, et effectivement, je peux vérifier que quand je prends le logarithme de 0,606, je tombe sur moins 1,5, donc effectivement, on a trouvé la valeur de cette exponentielle. Okay, alors, l'exponentielle et la moyenne vont être très, très liées, et là encore, derrière se cache de la loi des grands nombres. Je vais juste revenir sur un petit point des propriétés de la moyenne. Donc, on a défini notre moyenne, je vous rappelle, sous la forme y bar égale 1 sur n, la somme des y. Okay. Cet objet-là, le problème, c'est que, enfin, c'est un problème un peu léger, hein, mais pas léger,
qui va être important en pratique, en tout cas, c'est le fait que c'est très sensible aux valeurs aberrantes. Okay, donc, par exemple, ici, je vous donnais une série, alors il faudrait que je compte, mais je pense qu'il y a un peu plus de 20 valeurs ici. Okay, donc, j'ai tiré 20 valeurs un peu au hasard, okay, puis j'obtiens une moyenne qui est à peu près à 10. Okay. Ce que je vois, c'est que si jamais je m'étais trompé, trompé ou pas, hein, mais disons que supposons qu'une valeur soit beaucoup plus grande, donc au lieu d'avoir 5, j'ai obtenu 100, ce qu'on voit, c'est que ça a un impact énorme sur la moyenne. Okay. Alors, d'où est-ce que ça sort ce problème? Le fait que la moyenne soit très sensible aux valeurs aberrantes, je pense qu'on s'en rend mieux compte si on se souvient de la petite propriété que j'avais évoquée, qui est que y bar, c'est la valeur qui minimise la somme des y moins m à la 2. Donc, on a ce carré qui intervient. Je vous rappelle qu'élever un nombre au carré, ça croît très, très vite. Les paraboles, ça croît beaucoup plus vite que quelque chose de linéaire. Okay, 10 au carré, ça fait 100. 100 au carré, ça fait 10 000. Okay, donc, à chaque fois, quand l'écart devient un petit peu plus important, ça augmente beaucoup plus. Okay, si jamais je double la distance à laquelle je me trouve de ma moyenne, dans ces cas-là, doubler quand on l'élève à la 2, ça fait x4. Et donc, ça prend beaucoup plus d'importance, tout simplement, à cause de cette petite exposant 2. D'accord ? Donc, c'est pour ça que la moyenne est sensible, dans le sens où si jamais je passe de 5 à 10, okay, tout à l'heure, on avait vu on était à une distance qui était relativement proche, puisque j'étais à un point qui était à 5 d'une moyenne qui se trouve à peu près à 10, donc ça me fait un écart de 5. Okay, sauf que là, tout d'un coup, je passe à 100. 100 à une distance de 10, c'est énorme. Donc, en fait, je vais avoir tendance à me dire, mon 90 à la 2, c'est quelque chose d'énorme, ça va avoir un point très, très, très important dans ma fonction objectif ici. Et donc, je vais essayer de tirer la moyenne vers le haut, tout simplement, parce que je préfère m'éloigner un tout petit peu de tout le monde. C'est des propriétés de convexité, en fait, tout simplement. Et donc, si jamais j'essaye de m'éloigner, si je préfère éloigner un tout petit peu tout le monde de la moyenne, simplement pour compenser cet écart énorme que j'observe à droite. D'accord ? Donc, c'est un problème un peu pratique et qui est très, très lié, en fait, à la fonction que j'évoquais auparavant, sur ces histoires de fonctions convexes. Okay. Et donc, si jamais j'ai des points qui sont un tout petit peu très, très loin par rapport aux autres, dans ces cas-là, ils vont jouer un rôle très important dans votre régression. Et on le verra quand on fera des prévisions. Quand on a des points aberrants, ça peut vous donner des choses complètement fausses. J'essaierai d'expliquer ce que veut dire ce faux. Ça reste vrai mathématiquement, mais ça vous donne des interprétations qui sont fausses. Donc, il faut faire un petit peu attention. Donc, les moyennes, on verra, on peut jouer un peu avec. En particulier, des objets comme les moyennes tronquées qu'on va pouvoir définir, dans lesquelles on va enlever des observations en se disant je préfère enlever des points un petit peu aberrants quelque part, des valeurs qui sont très loin de la valeur centrale, tout simplement pour gagner ce qu'on va appeler en robustesse. Donc la robustesse veut dire que je suis moins sensible à ces points aberrants. Voilà. Donc parmi les définitions des moyennes tronquées, la moyenne tronquée, donc c'est ce qui va se noter en anglais trimmed average. Donc ça consiste à enlever les valeurs les plus petites et les valeurs les plus grandes. Donc classiquement, quand vous avez un échantillon de n valeurs, on va les tronquer avec une certaine probabilité. Donc par exemple, vous allez enlever les 10% les plus petites des 10% les plus grandes. Okay. Dans ces cas-là, vous allez enlever ces points aberrants. Vous allez enlever ces points qui potentiellement pourraient vous rendre le modèle plus compliqué. Et en fait, ce que montre la littérature statistique, c'est si jamais vous avez une distribution effectivement qui est relativement centrale, dans ces cas-là, ça ne changera pas grand-chose. Okay, c'est juste que ça rendra votre estimateur plus robuste, puisque tout d'un coup, si jamais vous aviez une observation totalement aberrante, elle aurait un impact énorme sur le calcul de votre moyenne. Donc, le calcul est assez simple. Vous prenez, si vous avez 10% d'observation, dans ces cas-là, vous prenez et vous avez n égale 100. Okay, dans ces cas-là, vous allez définir k comme étant la partie entière de alpha multiplié par n, donc 10% de 100, donc ça va me donner quelque chose de l'ordre de 10. En l'occurrence, c'est rigoureusement égal à 10, donc je n'ai pas besoin de prendre la partie entière. Donc ce que ça me dit, c'est juste sur les observations, alors que j'ai supposé ici ordonnées, okay, on va supprimer les 10 plus petites, on va supprimer les 10 les plus grandes, et on va s'intéresser uniquement à la moyenne au centre de l'échantillon. Okay. Donc si jamais vous avez un échantillon qui est symétrique, dans ces cas-là, on voit supprimer à gauche, supprimer à droite, devrait se compenser. C'est juste que je vais perdre le poids que vont avoir les observations un peu extrêmes dans mon échantillon, et donc je récupère cette moyenne au centre. Donc ça existe. Swear, en fait, c'est une des options de la fonction min. Quand vous avez la moyenne, vous avez le droit de dire trimmed. Donc je pourrais lui dire enlève-moi ici 10% à gauche, 10% à droite. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, ça ne change pas grand-chose. Essentiellement parce que
quand on regarde la distribution de la taille des élèves, je n'ai pas vraiment de points aberrants. Okay. Donc, effectivement, je suis robuste. Donc, ça peut être aussi un critère de robustesse quelque part. Votre moyenne est relativement stable, c'est que vous n'avez pas forcément de points aberrants. En tout cas, je pourrais toujours avoir des points aberrants, okay, mais c'est juste qu'ils ont été compensés. Donc, si jamais j'avais un extrême à droite, j'aurais eu un extrême à gauche et les deux se sont compensés quelque part. Okay. Bon, il y a d'autres manières de rendre plus robuste quelque part. En particulier, donc c'est la notion de trend un peu spécifique. Donc c'est ce qu'on appelle la moyenne olympique, juste pour votre culture. Donc ce qu'on appelle la moyenne olympique revient à prendre un trend average en prenant un alpha qui vaut très précisément 1 sur n. D'accord. Donc si vous avez n observations, disons 100, dans ces cas-là, je vais enlever la plus petite, la plus grande. Okay. Donc c'est tout simplement ça. Donc j'en enlève une. X1 qui était la plus petite et X10 qui était la plus grande. C'était un peu ce que je racontais ici quand je vous dis la moyenne standard, c'est la somme de 1 jusqu'à 10 divisé par 10. La moyenne olympique consiste à dire, en fait, à gauche, j'aurais dû avoir X1, à droite, j'aurais dû avoir X10. Je les supprime et je divise par N-2, c'est-à-dire 8. Okay. Alors, il y a une version un tout petit peu différente, qui est ce qui s'appelle la moyenne de Windsor, qui consiste à dire, en fait, le X1 et le X10, je les remplace par les valeurs qui étaient juste avant et juste après. Okay. Donc, c'est juste pour récupérer un échantillon de la même taille, c'est juste qu'on enlève les deux valeurs extrêmes et qu'on les remplace par les valeurs qui sont juste avant et juste après. Okay. Donc, petit point technique, mais là encore, c'est un peu hors programme, c'est lié à l'histoire de l'espérance de pseudo X. Ça semble partir un peu dans tous les sens, mais on fera le lien au fur et à mesure. C'est ce qui s'appelle l'inégalité de Jensen, qui vous dit en fait, donc c'était la formule que j'évoquais tantôt, qui est que l'espérance de phi de x, ce n'est pas phi de l'espérance. Okay. Donc la moyenne de phi de x n'est pas phi de la moyenne. Okay. Mais il s'avère que quand votre fonction phi vérifie certaines propriétés de convexité, dans ces cas-là, vous avez un certain ordre qui s'impose. Okay. Donc en particulier, quand vous avez une fonction qui est convexe, dans ces cas-là, on peut montrer que la moyenne de phi, c'est phi de la moyenne. C'est plus grand que phi de la moyenne. Okay. Et c'est ce qui est représenté par ce petit dessin, en fait. Et quelque part, c'est une définition c'est une propriété qui est un tout petit peu tautologique, parce qu'en fait, c'est une caractérisation de la convexité. Une fonction va être convexe. La fonction rouge ici, elle est convexe. Donc la fonction rouge, c'est celle que j'ai représentée ici. Donc c'est une fonction qui est comme celle-là. Okay. Donc cette fonction, elle est convexe. Donc une des caractérisations de la convexité, c'est de dire que toutes les cordes, donc les cordes, c'est vous prenez 2 points puis vous tendez un fil entre ces 2 points, sont au-dessus de la courbe. Okay, donc c'est une manière de caractériser la convexité. Le fait qu'on soit toujours au-dessus de la courbe fait que si jamais je prends 2 points A et B, donc si jamais j'ai mon point A à gauche et mon point B à droite, que je prends n'importe quelle moyenne entre A et B, donc ça va être le petit point qui se trouve ici, donc qui va être PA plus 1 moins P multiplié par B. Dans ces cas-là, on voit que phi de la moyenne est toujours en dessous de la moyenne des phi. Okay, donc c'est exactement la propriété qui est écrite ici. Phi de la moyenne, c'est le point sur la courbe rouge. La moyenne des phi, c'est le point en bleu. Le point bleu est toujours au-dessus des points rouges. C'est une caractérisation en fait de la convexité. D'accord. Donc à partir du moment où vous avez des fonctions qui ressemblent à ça, dans ces cas-là, vous savez que l'espérance de phi, c'est forcément plus grand que phi de l'espérance. Okay. Un exemple très très simple, je vais gommer un tout petit peu. Un exemple très simple que vous connaissez forcément, pensez à une courbe psi qui serait tout simplement le carré. Okay. Une fonction carrée, c'est une belle parabole, donc ça a bien cette forme-là. C'est bien une fonction qui est convexe. Ce que je suis en train de vous dire, c'est quoi? C'est que l'espérance d'un carré, c'est forcément plus grand que l'espérance de x, de tout au carré. Okay. Mais ça, on le savait déjà quelque part, okay, puisque la différence entre les deux, c'est précisément le terme de variance qui est un terme positif. Donc effectivement, on est forcément plus grand. Okay. Donc on retrouve cette propriété, mais en fait, elle est beaucoup plus générale. Si jamais vous avez vous cherchez la moyenne de fonctions convexes de variables aléatoires, dans ces cas-là, vous êtes forcément plus grand que la transformée de ces espérances. Et on a la propriété inverse quand on a des fonctions concaves. Okay. Mais là encore, c'est une caractérisation de la concavité et de la convexité. OK. Je fais une petite pause et on continue avec le paradoxe de Saint-Pétersbourg. Il y a un petit point technique qui est que la moyenne existe tout le temps, mais que l'espérance n'existe pas tout le temps. Et dans ces cas-là, ça va peut-être être un petit peu compliqué de parler dans certains cas, de loi des grands nombres. Et la loi des grands nombres a des hypothèses que je n'avais pas encore mentionnées, mais que je vais en profiter pour mentionner à partir de maintenant. À tout de suite.